Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info pour ce tour d'horizon de l'actualité dont voici les principaux titres. 2 ans après le début de la crise de la Covid, la situation s'est largement améliorée au cours des dernières semaines, mais elle ne doit pas faire occulter un léger rebond enregistré depuis quelques jours. Que cachent ces chiffres qui repartent à la hausse? Et alors que la Chine reconfine certaines régions, doit-on être inquiet ou simplement apprendre à vivre avec le virus? Le chercheur du CNRS, Bruno Canard, nous le dira. Aujourd'hui se tenait une nouvelle réunion de la commission locale transfrontalière de coopération franco-monégasque. Nous ferons le point sur les grands dossiers qui y ont été abordés. Il y a quelques jours, nous vous annoncions que la grande famille Monacotech s'agrandissait en accueillant 6 nouvelles startups. Nous découvrirons dans ce journal l'activité et les ambitions de l'une de ces jeunes pousses, Inodip. À Dubaï, l'exposition universelle refermera ses portes à la fin du mois. Nous suivrons le ministre de l'Intérieur, Patrice Célario, qui s'est rendu sur place au pavillon Monaco pour y échanger avec ses homologues dubaïotes. Notre deuxième invité sera le comédien et metteur en scène William Mesguich. Il sera sur scène au théâtre Princesse Grace jeudi pour interpréter l'adaptation du livre de Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie, un texte magnifique qui interroge sur la solitude et sur nos nouveaux modes de vie au cœur des villes trépidantes, loin de la nature. C'était il y a 2 ans, le début d'une situation à l'ampleur inédite, le début d'une crise dont les stigmates sont longs et qui n'est toujours pas terminée à ce jour, d'autant plus que l'on enregistre aujourd'hui un rebond du nombre de contaminations. Le taux d'incidence est passé à Monaco de 422 la semaine dernière à 621 cette semaine, mais le nombre d'hospitalisations, lui, est en constante baisse. Et alors que la tendance générale est à l'assouplissement des mesures sanitaires, doit-on s'inquiéter, se raisonner ou continuer à être prudent? Pour répondre à ces questions, Bruno Canard, chercheur au CNRS, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce que l'on vit, c'est un petit peu paradoxal actuellement, puisque l'heure est à l'assouplissement des mesures sanitaires un peu partout, mais en même temps, il y a un léger rebond dans le nombre des contaminations. Est-ce que l'on peut l'expliquer, ce rebond, aujourd'hui ? Alors oui, effectivement, c'est un rebond qui est explicable par la prévalence du variant BA2 qui petit à petit revient et prend le dessus sur le variant BA1 de Omicron, hein, ces 2 frères jumeaux, et également par le fait que les contaminations ayant massivement baissé après un mois de janvier extrêmement éprouvant, les gens font un peu moins attention et relâchent les mesures barrières. Est-ce que c'est inquiétant, la Chine qui prend soudainement des mesures drastiques et qui enregistre un nombre de cas jamais atteint depuis le début de la crise il y a 2 ans? Alors, la Chine avait fait une stratégie de contrôle extrêmement stricte sur des variants d'origine du virus et également avec des variants qui étaient quand même beaucoup moins contagieux, et il se trouve que là, ils sont débordés par un variant, la famille Omicron, qui est beaucoup plus contagieuse. Et donc, c'est une stratégie qui n'est plus tenable. Et effectivement, on voit que chez eux, comme ce qui avait été préfiguré en fait en Australie, un débordement du virus, et je ne sais pas comment ils vont tenir. Je pense que cette stratégie n'est pas tenable. Alors il ne faut pas être seulement qu'alarmiste, hein. Il y a tout de même donc ce rebond des contaminations, mais pas des hospitalisations, ou en tout cas pas dans la même proportion qu'au plus fort de la 5e vague, hein. Tout à fait. La différence de maintenant par rapport à un an auparavant, c'est que la famille Omicron est nettement moins dangereuse que la famille des autres variants, alpha, bêta, delta. La vaccination a produit ses effets aussi pour protéger des formes graves. Donc, l'un dans l'autre, on se retrouve avec un virus qui se diffuse, qui donne une immunité sur un terrain où les gens sont déjà protégés des formes graves. Mais est-ce que cela signifie que, ça y est, nous sommes dans cette fameuse phase où l'on peut se dire ok, il faut apprendre à vivre avec le virus, mais il n'est plus aussi fatal qu'avant? L'inconnu qui reste à savoir, c'est que l'immunité ne dure pas de manière infinie. Ce n'est pas comme la rougeole qu'on obtient, qu'on a et dont on a une immunité pour la vie
ou à peu près. Et donc, ce qui est important de surveiller, c'est que va-t-il se passer dans 6 mois, lorsque les vagues de Omicron vont être passées, que le virus se sera diffusé et aura donné une immunité, lorsque cette immunité sera partie. Et la note encourageante, hein, il y en a. Hein. La principale note encourageante, c'est qu'au-delà de la vaccination, des médicaments apparaissent. Et vous-même, vous avez travaillé sur le bemnifosbuvir, si je le prononce correctement, qui est en phase avancée. Hein. Très bien, oui. Et effectivement, c'est un médicament qui a été mis au point d'ailleurs par un monégasque et collègue avec qui on travaille depuis fort longtemps sur bien d'autres médicaments, et qui est un médicament qui va pouvoir être combiné à d'autres médicaments pour avoir des efficacités optimum. Sur les virus ARN, que ce soit les coronavirus ou n'importe quel virus de type virus ARN, il faut pouvoir combiner des médicaments pour avoir des efficacités très fortes. Et donc, il faut évidemment avoir des profils de sûreté qui sont très bonnes, comme ce qui est le cas. Et on peut espérer avoir un médicament pour traiter les formes graves qui vont petit à petit, ces médicaments, remplacer des médicaments extrêmement coûteux et peu adaptables mais qui sont efficaces, hein, mais qui sont les anticorps monoclonaux et qu'il faut adapter progressivement à chaque variant. Et on peut imaginer une mise sur le marché de ce type de médicaments plus ou moins rapide ? Donc ces médicaments, logiquement, la fin des essais sera sur la fin de l'année, je pense le deuxième semestre 2022, et ça ne devrait pas tarder. Il y a des médicaments qui sont avancés, comme le Paxlovid de Pfizer, qui sont même disponibles. Il y en a plusieurs sur le marché, et évidemment, plusieurs, je veux dire, dans le pipeline, et on peut s'attendre en 2022 à avoir des réponses thérapeutiques et préventives qui seront très intéressantes pour nos praticiens. Une dernière question, Bruno Canard, vous qui êtes chercheur, nous ne sommes pas à l'heure des bilans de cette pandémie, hein, tant on sait qu'elle est longue depuis le début, mais les situations hors normes qu'elle a générées étaient-elles envisageables? Est-ce que certains scientifiques auraient pu imaginer de telles répercussions et de telles conséquences? Malheureusement, je vais vous dire oui, puisqu'il y avait effectivement depuis, on va dire, 10 ans maximum, des mises en garde et des alertes qui étaient faites en particulier sur essayer d'anticiper ce que pourrait être une pandémie, non pas simplement le côté prévention, masque et tout ça qui est extrêmement important, on l'a vu, qu'il est difficile de mettre en place dans l'urgence, mais aussi toute la préparation scientifique qu'on peut faire en amont et de la recherche qui prend beaucoup de temps et d'énergie et de moyens et qui peut se faire en amont. Et effectivement, je pense que la leçon de cette pandémie, acquise dans la douleur, fera qu'on va pouvoir prévoir et anticiper de manière beaucoup plus efficace les pandémies du futur. Il y a tout de même un message d'espoir. Bruno Canard, directeur de recherche au CNRS, merci d'avoir répondu à nos questions pour ce triste anniversaire, hein, 2 ans quasiment jour pour jour après le début de la pandémie. La commission locale transfrontalière de coopération franco-monégasque a eu lieu ce matin. Une délégation française s'est entretenue avec le ministre d'État et les membres du gouvernement pour évoquer les différents grands dossiers en cours. Les explications de Vanessa Dessy sur des images d'Horacio Gaggino. Elle s'inscrit pleinement dans le cadre de relations bilatérales marquées par la communauté de destin, la commission locale transfrontalière de la coopération franco-monégasque a pour vocation à traiter les questions pratiques de voisinage entre la France et la principauté. Cette commission, donc, qui regroupe du côté monégasque l'ensemble du gouvernement monégasque sous l'autorité du ministre d'État et du côté français le préfet des Alpes-Maritimes et l'ambassadeur de France en principauté de Monaco, avec les élus aussi bien de la métropole que de la CARF, et qui traite de tous les sujets, si je peux dire, d'intérêt transfrontalier, et ils sont nombreux. Lors de cette nouvelle réunion figuraient à l'ordre du jour différents dossiers dans le cadre de la coopération entre Monaco et les Alpes-Maritimes, mais surtout avec les communes limitrophes. Les discussions se sont tournées vers l'accueil des réfugiés ukrainiens, le logement des travailleurs de la principauté, la circulation, les parkings de dissuasion, la sécurité des infrastructures du tunnel Régnier 3 ou encore le projet maritime entre le port de Nice et de Cap-d'Aille. Et puis on a terminé sur des sujets d'avenir en termes d'environnement qui sont essentiels, notamment en ce qui concerne l'eau, l'approvisionnement en eau qui est un enjeu
pour nos territoires, très important, et aussi la question des déchets. Le bilan, il est d'abord très positif, c'est que nous avons échangé sur ce qui nous paraît être les enjeux principaux. On a un destin commun, on a des liens qui sont très forts et on a surtout besoin les uns des autres. Les échanges ont ainsi confirmé la nécessité d'une étroite collaboration entre les deux pays. Les discussions se sont révélées constructives sur l'ensemble des sujets abordés. Et pour développer les autres grands titres du jour, Alexandra Pani nous rejoint. Le conflit en Ukraine est toujours au cœur de toutes les préoccupations. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Depuis le début des bombardements en Ukraine, la solidarité s'est organisée un peu de partout. À leur tour, le centre cardio-thoracique de Monaco a souhaité participer à cet élan collectif par le biais de plusieurs actions, notamment l'envoi d'une palette de médicaments pour l'hôpital des enfants de Kiev, avec le soutien de la Croix-Rouge monégasque. Le centre contribue également à l'hébergement de 2 mères et 2 enfants ukrainiens. Et depuis ce lundi, une collecte d'articles pour bébés, produits d'hygiène, de soins et alimentaires est organisée auprès du personnel. Les dons seront ensuite remis au point de récolte situé à Cap d'Aille. Le diocèse de Monaco invite également ses fidèles à un moment de recueillement pour l'Ukraine. Oui, Patricia, l'archevêque convie tous ceux qui le souhaitent à une prière pour la paix ce vendredi à 20h en la cathédrale de Monaco. Un moment de recueillement auquel se joindra les fidèles orthodoxes russes et ukrainiens. 3 nouveaux ambassadeurs ont été officiellement accrédités ce matin, Alexandra. Oui, et comme le veut la tradition, ils ont été reçus par le prince souverain au palais, avec qui ils ont pu s'entretenir. C'est d'abord Ronald Flores Vega, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Costa Rica, qui a déposé ses lettres de créance. Puis c'est Nat Barbara Massoufa pour le royaume du Lesotho. Et finalement, Ahmed Bahia pour la République islamique de Mauritanie. Le club des résidents étrangers de Monaco recevait quant à lui Robert Gély lundi soir. Régulièrement, le CREM invite des personnalités de la principauté pour présenter leur domaine de compétences et rencontrer les membres. C'était au tour de Robert Gély, le directeur des services judiciaires, de se prêter au jeu des questions-réponses, venu présenter le système judiciaire monégasque. Dans le domaine environnemental, et plus particulièrement l'environnement marin, on sait combien les plastiques peuvent s'avérer polluants. Un nouveau rapport du Centre scientifique de Monaco tire la sonnette d'alarme. Oui, Patricia, avec des risques sur la santé cette fois, des risques bien sûr pour la santé de notre planète, mais aussi pour la nôtre. Cette nouvelle menace est due à l'augmentation de la température de l'eau qui favorise la fixation de bactéries pathogènes sur les surfaces plastiques qui accroît les risques infectieux. L'intégralité du rapport est disponible sur le site internet du Centre scientifique de Monaco. Monacotech, l'incubateur et accélérateur de start-up, vient d'accueillir 6 nouvelles entreprises en devenir. Nous allons vous faire découvrir chaque semaine ces jeunes pousses innovantes qui ne demandent qu'à grandir. La première de cette série est InnoDeep, l'application MedTech qui diagnostique et analyse l'évolution des cancers grâce à l'intelligence artificielle. Son portrait est signé Anaïs Riu et Julien Logier. Inspiré par les tests de masse du Covid-19, Mustapha Hamdi est le fondateur d'InnoDeep, une application de diagnostic et de suivi des cancers par l'intelligence augmentée hybride. Bien avant la crise sanitaire, il fait un constat universel, une pénurie de médecins touche les services de radiologie dans le monde. On a une pénurie des radiologues experts dans certaines régions, et ça touche le monde entier, que ce soit en France, en Allemagne, et en Europe, et puis après en Afrique. Donc du coup, on a besoin d'une solution qui, en utilisant la technologie, elle permettra après de récupérer les images à distance, de les pré-traiter au débit, de faire une première lecture par intelligence artificielle et puis après une validation par les médecins spécialistes. L'application, moins coûteuse que les logiciels de diagnostic habituels, a pour objectif de faire gagner du temps aux radiologues et de faciliter la communication entre médecins et patients en regroupant tout le processus sur une seule et même plateforme en ligne. Pour le fondateur, l'éthique de sa démarche est une priorité. Il faut dire aussi que nous sommes très concernés par les éthiques d'intelligence artificielle. On a nos principes. On croit fortement que l'intelligence artificielle ne peut être pertinente et intéressante que si elle est aidée par l'expertise de l'être humain. L'intelligence artificielle, l'algorithmique est au service des médecins et puis après des citoyens.
Pour le moment, Mustapha choisit de se concentrer sur le dépistage du cancer du sein et du poumon dans les régions où le diagnostic et suivi des maladies est faible, voire inexistant. Grâce à Inodip, les médecins partenaires de l'application pourront passer plus de temps à échanger avec les patients qu'à retranscrire les images, puisque c'est désormais l'intelligence artificielle qui se charge d'analyser la détection, l'évolution et la propagation des cancers. Envolons-nous pour Dubaï. C'est le 31 mars que l'exposition universelle refermera ses portes. Pendant 6 mois, le pavillon Monaco a représenté une formidable vitrine pour la principauté en accueillant de très nombreux visiteurs étrangers, mais aussi des représentants monégasques venus présenter leur savoir-faire ou échanger avec leurs homologues de cet émirat. Et tout récemment, c'est le ministre de l'Intérieur, Patrice Célario, accompagné d'une délégation qui s'y est rendue. Le reportage à Dubaï de Bastien Bory. À Monaco, le ministère de l'Intérieur a cela de particulier qu'il cumule plusieurs compétences. Sécurité, éducation, jeunesse, sport, culture. Autant de casquettes dont s'est coiffé Patrice Célario, ministre et conseiller de gouvernement en visite de travail à Dubaï. Objectif, rencontrer les autorités locales et comparer les méthodes émiraties et monégasques. Comparaison n'est pas forcément raison, bien évidemment, mais de l'analyse, de la comparaison, de l'échange, on peut découvrir un certain nombre de stratégies, un certain nombre de pratiques qui permettent de progresser. Et je crois que c'est surtout ça l'intérêt des échanges, de la coopération internationale, qui n'est pas une compétition en soi, disant je suis meilleur ou l'autre est meilleur que moi, mais plutôt d'essayer de comprendre qu'on a tous des problématiques assez similaires et que leur traitement, parfois, du fait des contingences locales, ne peuvent pas forcément prendre les mêmes chemins. Il y a des chemins assez intéressants à découvrir, même si on n'y pensait pas a priori. Et je crois que c'est surtout ça l'intérêt de ces échanges. Les Émirats et la Principauté, deux territoires certes éloignés, mais qui n'en restent pas moins compagnons de lutte. Dans les deux pays, le combat contre la criminalité, y compris financière, a remporté des succès ces dernières années. La sécurité est aussi importante à Dubaï, je dirais, qu'à Monaco. C'est un pays qui repose énormément sur la sécurité. Ensuite, ce qui est pour nous intéressant aussi, c'est que c'est une police qui est de plus en plus conceptualisée, qui est une police virtuelle, qui est une police numérisée. Et c'est vrai qu'ils ont une vraie réflexion sur une police, je dirais, une police du futur. À quelques jours de la clôture de la Dubaï Expo, le pavillon Monaco attend encore la venue la semaine prochaine des Archives nationales de la Principauté et de la délégation interministérielle de la transition numérique. De retour à Monaco où se jouera jeudi au théâtre Princesse Grace l'adaptation du livre à succès de Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie. Une adaptation de William Mesguich qui interprète également le rôle principal, celui de cet homme qui s'isole dans une cabane perdue au milieu de l'immensité des forêts de Russie. Il est notre invité. Bonsoir William Mesguich. Bonsoir. Vous allez faire revivre sur la scène du théâtre Princesse Grace cette formidable épopée de Sylvain Tesson. C'est un sacré challenge car vous ne pouvez pas vous appuyer là sur la beauté des paysages, sur l'immensité de l'environnement. Vous allez être sur une scène, dans une salle de théâtre. Cela a été compliqué à mettre en scène. Oui, il a fallu trouver le subterfuge pour raconter, comme vous le disiez, l'immensité de la Sibérie. Sylvain Tesson, quand il est venu voir le spectacle, m'a dit que j'avais réussi à faire tenir en 1h15 6 mois de sa vie, qu'il considérait lui comme une vie presque entière, ce périple en Sibérie, et à raconter l'immensité du lac Baïkal et la Sibérie dans une boîte d'allumettes. Il a toujours des images très, très spectaculaires, très, très belles, très métaphoriques. Il a fallu effectivement se poser la question de l'extérieur dans ce spectacle. Évidemment, il s'agit d'une aventure principalement sédentaire, dans une cabane, dans une isba que Sylvain a acquise au moment où il est parti faire ce périple. Et il n'a pas de grandes ressources et de grands atouts dans cette cabane, mais il a pour lui la littérature, puisqu'il emporte des livres, la solitude, le silence, et je me suis quand même concentré beaucoup sur l'intérieur. D'abord une introspection vis-à-vis de son aventure, de ce qu'il ressent, de ce qu'il pense, de ce qu'il vit, et aussi tout simplement de passer de sa table à son lit, au poêle à bois, à également toute une aventure avec une mésange, et le fait qu'il y a un rapport extraordinaire à son environnement, à ce personnage, c'est vrai. C'est un questionnement sur notre façon de vivre peut-être aujourd'hui et sur l'impression que les générations actuelles, mais surtout à venir, vont passer peut-être à côté de quelque chose. C'est ça. Sylvain, je crois j'en suis certain, je le connais bien, il n'est pas moralisateur, il n'est pas
donneur de leçons. Vraiment, c'est quelqu'un qui suit sa route, qui dit qu'il y a plusieurs façons de vivre. Cette société s'est embarquée majoritairement dans une certaine manière de fonctionner, d'exister. Et puis lui, il choisit un autre biais, le biais du silence, de la solitude, du rapport à la nature, aux animaux, au temps qui passe, à l'ennui, à l'immensité, à la rareté, au fait que tout à coup on puisse donner sa chance à n'importe quel magnifique moment à vivre et non pas d'être régenté par un calendrier, d'être soumis aux aléas d'une opinion qui est souvent mauvaise, enfin qui ne va pas dans la bonne direction, l'instinct grégaire, le clignotement commercial, la surenchère de rentabilité. Il est vraiment à rebours de tout ça. Et moi qui suis citadin jusqu'au bout des ongles, moi qui ai joué des rôles dans ma vie relativement violents, en tout cas très engagés, dans la parole, dans le regard, dans le corps. Ça a été un immense bonheur, et c'est toujours un bonheur que de pouvoir dire ces mots-là qui procèdent d'une forme d'apaisement finalement, de distance, de commentaire de la manière dont on peut vivre dans ce monde totalement effervescent et qui nous abîme souvent. Et vous serez donc jeudi au Théâtre Princesse Grace pour bonheur, donner corps à ce texte et à cette aventure. Et à l'issue de la représentation, sera organisé un bord de scène. Ce sont des moments privilégiés avec les spectateurs. Vous appréciez ces échanges? Ils sont parfois étonnants. Moi, vraiment, et c'est pas une posture, je vous l'assure, j'adore les bords de scène, j'adore échanger, j'adore... J'ai toujours aimé ça depuis 26 ans que je pratique le théâtre de manière professionnelle. J'ai toujours mis un point d'honneur à aller porter la parole poétique, la parole d'intelligence, du cœur aussi, partout où elle pouvait se répandre, se diffuser. Avec ma compagnie, par exemple, théâtrale, nous avons traversé à 3 reprises la France à pied pour aller porter le théâtre dans les villages, à pied. Hein. On a fait sur 3 périples 7000 kilomètres pour justement aller au cœur comme ça et aller à la rencontre des gens. Donc quand il est possible d'échanger, de partager, de métisser les opinions, les réflexions, les jugements, voire les critiques ou les éloges, c'est toujours des grands moments de bonheur parce qu'on est dans de l'humain et on prolonge le spectacle. Moi, je ne suis pas enfin, je crois que la plupart des artistes ne sont pas des mercenaires, mais enfin, je ne suis pas à me dire non, je reste dans ma loge, je ne veux voir personne. L'idée de partager est une idée réjouissante quand on fait du théâtre. Et avec tous les publics, bien sûr, je l'ai beaucoup fait avec les plus jeunes parce que je trouve que les plus jeunes, il faut les guider sans doute un peu davantage, mais je pense qu'il faut aussi guider sans doute les plus anciens. Et en tout cas, il n'y a pas de raison que les plus anciens ne participent pas à cette aventure-là, de l'échange et du partage. Et je suis vraiment ravi à l'idée de pouvoir parler aux gens après le spectacle, vraiment. Eh bien voilà, l'invitation est lancée au public. William Mesguich, merci d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle donc que vous serez sur la scène du Théâtre Princesse Grace jeudi pour jouer dans Les Forêts de Sibérie de Sylvain Tesson. Autre programmation théâtrale cette semaine, cela se passe du côté du Théâtre des Muses, Alexandra. Une programmation pour tous les goûts et tous les âges, Patricia. On commence avec la programmation adulte, avec Les mots bleus, vendredi, samedi, dimanche et lundi. Une pièce qui expose de manière intense et poignante toutes les formes de violences faites aux femmes, au travers du prisme des victimes, des témoins, mais aussi des bourreaux. Autre rendez-vous plus léger cette fois avec ce vaudeville débridé et musical, La Cagnotte, sur scène du 24 au 27 mars. Et l'on n'oublie pas bien sûr les enfants. Bien entendu, il y a toujours beaucoup de choix au Théâtre des Muses pour le jeune public. 2 pièces sont à la une, 2 grands classiques au programme et on commence avec Alphonse Daudet et La chèvre de Monsieur Seguin, les mercredis 16, samedi 19 et dimanche 20 mars. Puis la semaine suivante, les contes du chat perché, les mercredis 23, samedi 26 et dimanche 27 mars. Alors dépêchez-vous de réserver vos places. Le verre porte malheur, dit-on en télévision, mais avez-vous pensé, Alexandra, à porter du verre jeudi? Bien sûr, Patricia, puisque la Saint-Patrick est de retour cette année au marché de la Condamine. Et pour cette fête irlandaise, la tradition veut que l'on porte une touche de vert en clin d'œil aux couleurs du pays et du trèfle symbole de l'Irlande. Le marché de la Condamine se parera donc de vert dès 19 h ce jeudi, avec une ambiance musicale et des plats typiques irlandais. La Roca Team à l'honneur sur la chaîne de télévision L'Équipe. Après avoir choisi de diffuser les matchs de l'Asvel en Euroleague, la chaîne L'Équipe vient d'annoncer vouloir retransmettre en direct 3 des 4 dernières rencontres de la Roca Team
compte tenu des bons résultats des hommes de Bradovic, une diffusion qui pourrait se prolonger en cas de qualification en play-off. Mais qu'on se rassure ici, cela ne remet pas en cause la diffusion sur Monaco Info. La totalité des matchs de la Roca Team en Euroleague continuera d'être transmis en direct avec le duo vedette David Kozaté et Ali Traoré aux commentaires. Et une diffusion sur France 3 Côte d'Azur est prévue exceptionnellement ce dimanche pour la rencontre face à Paris à 15h15, un match délocalisé pour l'occasion à l'Accor Arena. Enfin, du tennis avec l'annonce officielle de la liste des joueurs qui disputeront le prochain Rolex Monte Carlo Masters. Et un plateau exceptionnel, Patricia, puisque tous les joueurs du top 10 participeront cette année, dont Novak Djokovic, Rafael Nadal ou encore le tenant du titre, Stefanos Tsitsipas. Les premières wildcards ont été également attribuées aujourd'hui. Une revient au triple vainqueur du Grand Chelem, Stan Wawrinka, une autre au Français Jo-Wilfried Tsonga. En double, les organisateurs ont souhaité accorder la première invitation à Hugo Nys et Romain Arneaudo, membre de la Fédération monégasque de tennis. Et un autre membre de la Fédération monégasque de tennis a brillé ce week-end, Alexandra. Oui, il s'agit de Luca Katarina. Après avoir remporté ses 2 matchs en Coupe Davis il y a 2 semaines, il sort vainqueur ce week-end du tournoi M15 Monastir en dominant le Français Terence Atman 6-4, 6-1. Une belle victoire en attendant, on l'espère, une nouvelle wildcard pour le Rolex Monte Carlo Masters en avril. Passons aux prévisions météo pour la journée de mercredi. Un soleil encore timide est prévu pour mercredi. Les nuages seront encore en majorité dans le ciel. Les températures continuent leur remontée avec 16 degrés d'annoncés pour l'après-midi. Nous fêterons les bénédictes en ce 16 mars. C'est noté et demain, nous nous retrouverons à 19h pour un nouveau journal. Nous refermons cette édition avec les photos du jour, une très belle série de Michael Alési, Monaco de nuit. Très belle soirée à vous, à demain.